À mes auditeurs, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui avec l'équipe du Dialogue avec une grande joie de vous retrouver puisque aujourd'hui nous aurons un invité spécial que nous avons annoncé sur Twitter avec un grand plaisir. Je salue d'abord tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers nos différentes plateformes, notamment à travers YouTube, à travers aussi Instagram et à travers Facebook pour aujourd'hui. Malheureusement, c'est seulement demain que nous allons rediffuser l'émission sur X ou Twitter. Avec un grand plaisir, je ne serai pas seul pour vous tenir compagnie aujourd'hui. Nous serons à deux comme membres de l'équipe. C'est avec celle que vous connaissez. Patricia, bonsoir. Bonsoir Père Jean-Pierre, Voilà, contente d'être là. avec un grand sourire, je vois que tu vas bien, je suppose. Très bien. Je vais très Alors, bien, merci. une petite salutation d'abord à nos téléspectateurs. Ah oui, bonsoir, bonsoir à tous nos téléspectateurs de Dialogue avec et je suis ravie d'être de retour. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble, en tout cas. Voilà, un bon moment ensemble. Nous ne serons pas seuls aujourd'hui, ça sera avec notre invité. Et d'abord, je le salue. Bonsoir, monsieur. Je vais aller doucement, hein, je vais aller doucement parce que son nom, pour moi, c'est un peu, un peu difficile, mais je vais essayer d'y arriver. C'est monsieur Stavros Papaioannou. Est-ce que je vais bien prononcer? Je suis arrivé? Oui, bonsoir d'abord, bonsoir à tout le monde. Oui, effectivement, c'est Papa Ioannou. Et pour que vous compreniez bien, Papa Ioannou, ça veut dire Père Jean, parce que un de mes ancêtres était père. Il s'appelait Jean Ioannou. Et Papa Ioannou, c'est de là qu'est venu donc le nom de toute la famille qui a suivi, parce que notre ancêtre était un pope. Voilà. Père Et Jean. voilà, en tout cas c'est un grand plaisir d'apprendre ça. Hein. C'est nouveau hein, pour moi, je crois que pour Patricia aussi. Ouais. Mais si vous le permettez, hein, moi, on va seulement se limiter d'abord à Monsieur Stavros, c'est un peu plus facile pour moi. Et puis aussi, on va vous découvrir tout de suite là par vous-même aussi. Mais j'ai vu sur le réseau, sur Twitter, quand j'ai annoncé, il y a beaucoup de gens vous appellent aussi oncle ou en Swahili Muyomba. Peut-être aussi de temps en temps, nous allons vous appeler Muyomba pour, comme hein, la tweet-sphère vous appelle. Je crois que ça ne va pas vous déranger qu'on vous appelle aussi Muyomba comme les autres. C'est plus facile, non? Absolument. Muyomba, c'est quand même affectueux. C'est dans un sens affectueux que c'est dit. Donc, au contraire, j'en suis même honoré. Voilà, merci beaucoup. Alors, pour commencer, je vais déjà laisser la parole pour aller vite, hein, puisque notre soirée risque d'être longue avec un invité euh, comme vous. Je crois que ça, c'est le plus important. Et déjà, un peu pour secouer les gens hein, qui ne sont pas habitués, on va d'abord dire clairement dès le départ que nous accueillons un Congolais de la République démocratique du Congo. Ça, c'est déjà pour commencer. Alors, je laisse la parole à Patricia. Merci, merci Père Jean-Pierre. Merci à notre invité et je suis sûre qu'on va passer un très bon moment. Monsieur Stravos, en fait, j'ai fait mes devoirs quand même avant de poser quelques questions et j'ai préparé quelques questions. Donc, j'ai été chercher un petit peu des informations sur vous. Euh, donc, votre histoire commence au Congo et comme celle de vos parents, évidemment, dans une famille installée au Congo depuis, je pense, dans les années 1900, début 1900. Vous me corrigerez si je me suis trompée. J'aimerais savoir en fait ce que vraiment. Non, d'abord, on va commencer par votre présentation. Si vous voulez juste vous présenter succinctement pour nos invités, et puis ensuite nous continuerons avec une série de questions un peu plus étayées sur les réponses que vous allez nous donner par rapport à votre présentation. Ouais. Bon, disons que je suis né à Likassi. Ma femme et mes enfants sont nés aussi à Likassi. Mes parents sont nés à Likassi.
Mon père, pardon, ils sont nés en mon père est né à Bukama, ma mère est née à Kasenga. Le premier membre de la famille est arrivé en 1904, quand c'était l'État indépendant du Congo, encore. Il est venu de Beira jusqu'à Elisabethville à pied, parce qu'il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de route. Il est venu à pied, il a fait 4 mois pour venir, pour se déplacer de Beira, Mozambique, jusqu'à Lubumbashi, Elisabethville à l'époque. Voilà, ça c'est l'histoire de la première, du premier de nos ancêtres qui est arrivé en RDC. Et puis après, mon grand-père, qui a le même nom que moi, Stavros Papaioannou, et c'est de lui que j'ai pris le nom. Lui, il a travaillé donc directement à Manono, puis il a travaillé à Bukama et puis à Likasi. Et il était transporteur routier. Il transportait beaucoup d'explosifs pour la société Zaïre éteint, Congo éteint en fait, qui était à Manono. Donc, il transportait des explosifs de Afridex pour le ramener jusqu'à Manono. C'était son job principal qu'il faisait. Il avait un contrat là-dessus. Moi, je suis né à Likasi, mon épouse aussi, mes enfants sont nés à Lubumbashi. Et voilà, nous sommes des Congolais blancs. Moi, j'avais introduit la première demande de naturalisation en 1983 et je l'ai obtenue en 2007. Voilà, en gros. C'est pas très important, mais voilà, c'est ça. Si, c'est important. Je pense qu'on va poser d'autres questions pour poursuivre. C'est très important. Oui, oui, c'est important. Faut le dire. Ben, merci beaucoup. En fait, on a l'habitude quand on reçoit nos invités qui nous expliquent un petit peu où est-ce qu'ils ont étudié, si vous avez fait vos études en RDC ou ailleurs, juste pour essayer d'éclairer un petit peu nos éditeurs. Écoutez, moi j'ai quitté l'école à partir. Peut-être, si je peux quand même dire quelque chose, hein, qui nous parle seulement de l'école, disons, école primaire. Et puis pour la suite. Je voulais vous dire que j'avais quitté l'école à la 5e primaire, mais c'est pas vrai. Donc voilà, j'ai fait toutes mes études primaires et secondaires à Likasi, à l'école privée. Ça s'appelait lycée Chizan d'un moment, puis après l'école privée à programme belge. Et voilà. Et puis après, je suis parti à Charleroi, où j'étais à lutter pour faire l'informatique. Et quand je suis rentré, je n'étais pas satisfait, je voulais continuer. Et je suis rentré alors, après quelques années, je me suis fait un peu des économies, hein, parce que je voulais faire mes études de pilote. Et pour faire les études de pilote, il fallait quand même un peu d'argent. Et donc, je me suis fait un peu des économies. Et puis, je suis parti à Montréal, à l'aéroport de Saint-Hubert, où j'ai fait mon brevet de pilote de ligne. Et voilà. Et je suis revenu et j'ai fait la compagnie Chabert. Je ne sais pas si parmi vous, il y avait encore des gens qui connaissent peut-être, bon, puisque vous parlez de Chabert, et je me rappelle bien de cette petite blague, hein, de ces comédiens, comment est-ce qu'on l'appelait? Il y avait du nouveau dans l'air. Je vais trouver vite les noms, ça va venir, il doit maintenant vivre à Londres. C'est. Comment il s'appelle encore là? Le joueur de football? Pardon? Pour parler du joueur de football? Non, c'était un comédien qui a fait la publicité de Chabert à l'époque, je me rappelle. Oui. Il y a du nouveau dans l'air. Avec Chabert, il y a du nouveau dans l'air. Celui qui portait des lunettes comme ça, des grosses lunettes. Ah oui, il était extraordinaire. Gadjaja. Voilà. Alors, je me rappelle bien de Gadjaja qui court sur le tarmac, et puis l'avion était déjà parti. Alors, il a dit au Nigeria, là, nous, on est habitués à être en retard. C'était une publicité qui avait quand même fait son temps avec Chabert à l'époque. Hein, je me rappelle très bien, mais à ce moment-là, je ne savais pas que c'était une compagnie de M. Stravos. Alors, peut-être que vous allez vite. Maintenant, je parlais seulement de l'école primaire afin que nous puissions aller peut-être petit à petit
pour vous aider, hein, pour aller vite, pour décortiquer un peu plus. Alors, vous avez effectué, comme vous avez dit, hein, votre scolarité à l'ICASI. Là, nous sommes évidemment dans l'ex-Chab à l'époque, hein, puisque c'était Katanga Chab, et puis on est revenu sur le Katanga, et puis avant les subdivisions actuelles. Et puis, vous avez alors poursuivi un graduat. Ça, il faut peut-être un peu approfondir pour nous, puisque à l'époque, c'était peut-être déjà un peu au début, hein, de l'informatique. En Belgique, vous avez fait donc des études d'informatique en Belgique avec un graduat. Et ma question est celle-ci. En quoi ces premières années de votre vie au niveau des études ont façonné votre regard même pour la République démocratique du Congo et sur le monde? Donc, à part d'abord ces études, donc vous étudiez à l'ICASI, vous allez faire un graduat en informatique en Belgique. Ça a façonné votre façon de voir votre pays, la République démocratique du Congo? Oui, bien entendu, mais malheureusement, j'ai été très vite contaminé par cette maladie de toujours vouloir apprendre. Et depuis lors, je dois vous dire que je n'ai jamais tant étudié qu'après mes études. Donc, je continue jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, à l'heure que je vous parle, je continue par sport, hein. Je continue par sport pour me former dans certaines branches qui me plaisent. La dernière que je viens de faire, je viens de faire sur les aéroports de l'OACI, parce que comme je suis aussi breveté à l'OACI comme auditeur, ben, j'ai profité de pouvoir faire aussi une étude pour ce qui est nécessaire pour diriger les aéroports. Voilà. Par sport. Je vous entends plus. Père Jean-Pierre, on ne vous entend pas. Pardon, j'avais coupé le micro. Okay. J'ai dit il faudrait que nous puissions un peu secouer M. Stavros, puisqu'il ne faut pas qu'il nous cache son expérience, puisque ça va nous enrichir tout d'abord, et puis ça va aider aussi les gens à les connaître davantage, puisque, à dire vrai, hein, la question viendra encore un peu plus tard. Hein, les gens vous ont découvert évidemment sur Twitter, mais sous d'autres formes. Alors, on a cru que bon, c'est quelqu'un qui est là comme tout le monde sur les réseaux seulement pour passer matin, midi et soir à répondre aux gens, à dire un peu de gros mots comme peut-être nous allons ouais. Mais nous devons un peu vous découvrir davantage. Bon, je laisse d'abord. Vous savez, je donne la parole à Patricia. Active le micro. Allez-y. Allez-y, je pense qu'on lui a coupé la parole, il voulait dire quelque chose. Ah, oui, ok. Disons que effectivement, il y a beaucoup qui se plaignent. Il y a certains qui se plaignent en disant que des fois, je ne suis pas très courtois ou bien que je parle. Écoutez, il faut savoir ceci. Je suis extrêmement courtois avec ceux qui le sont avec moi. Voilà, ça c'est le résumé. Et maintenant, les autres, il faut savoir que pendant 2 ans, on m'insultait sur les réseaux et je n'ai jamais réagi. Au contraire, je m'excusais presque. On m'insultait, je m'excusais, sale blanc, sale cochon, etc. Bon, je m'excusais presque. Jusqu'au jour où, après 2 ans, j'en ai eu plein les bottes et j'ai dit, bon, maintenant, ça suffit. Vous m'insultez, je vous renvoie l'appareil. Et depuis lors, ça s'est calmé. Bon, évidemment, il y en aura toujours qui sont pas satisfaits parce qu'eux, ils étaient toujours habitués à ne jamais avoir de réponse. Mais voilà, mais disons qu'en règle générale, disons que je faisais passer quand même certaines vérités. Ok, bon, merci beaucoup pour ça. Je crois qu'on va peut-être y revenir, puisque quand moi j'ai vu, hein, je m'excuse Patricia, dans l'annonce de l'émission, hein, beaucoup de gens qui ont fait allusion à ça, mais ce n'était même pas aussi la majorité. Mais il y a quand même beaucoup qui ont dit, mais Mouyomba nous manque beaucoup. Ça signifie quand même que vous, vous intéressez beaucoup de gens, et même si les gens disent, mais il est controverse, mais très intéressant. Mais
ils sont contents de vous retrouver aujourd'hui. Et voilà, ce n'est pas pour se justifier, hein, puisqu'on n'est pas là pour se justifier pour tout ce qui est sur les réseaux, puisque, bon, comme vous avez dit, hein, les injures, parfois, c'est réciproque. Bon, il y a des gens qui répondent, des gens qui se taisent. Donc, ça, c'était peut-être une parenthèse. Et heureusement que vous le dites aussi, hein, que vous avez supporté pendant 2 ans. Il y a des gens qui finissent par, qui font des tic au tac, hein, donc coup sur coup, comme un politicien le disait. Bon, Patricia, c'est à vous maintenant la parole. Merci, merci. Bon, on va revenir au parcours de Monsieur Stavros. Avant l'aviation, vous avez dirigé des sociétés de génie civil. Qu'est-ce qui a provoqué en fait ce virage que je peux dire de décisif en fait vers le pilotage et vers la création de Chabert? Disons que j'avais une société de génie civil à Likassi. J'avais commencé une société de génie civil et je travaillais surtout pour la GECAMINE. J'avais des contrats avec la GECAMINE. Et comme on m'avait donné un contrat à faire à Luena, qui était environ à 300 km de Likassi, je suis allé louer un petit avion, un petit porteur. Nous avons à Mukoneka, donc à Kamatanda, l'aéroport de Kamatanda qui en fait est à Mukoneka. Je suis allé donc là-bas louer un petit avion pour pouvoir aller à Luena et revenir, parce que bon, 300 km, ça ne se faisait pas le même jour, donc c'était assez long. Et à mon retour, j'ai demandé au propriétaire s'il vendait son avion. Il m'a dit oui. Bon, alors je l'ai acheté. Et comme je ne savais pas piloter, il y avait des instructeurs qui étaient là et qui m'ont formé. Et puis, je commençais à aller à Luena en avion. Et comme il y avait des gens qui me demandaient si je ne pouvais pas les amener un peu plus loin, de les amener à Manono, de les amener à Ankoro, les amener à... Bon, je le faisais. J'ai vu que ça rapportait plus que le génie civil. Alors, j'ai tout vendu et je suis parti maintenant au Canada, à Montréal, où j'ai fait mon brevet de pilote de ligne. Et je suis rentré pour créer maintenant... Encore une fois, nous voulons un peu canaliser les choses. Nous allons arriver justement à votre départ au Canada. Peut-être pour aussi aider nos téléspectateurs, même s'ils seront nombreux à dire des choses, comme c'est encore au début comme ça, il y a quand même des petites salutations. Hein. Vous pouvez lire là, Monsieur Stavros, je ne sais pas si vous le connaissez, il y a Monsieur Mac Pind qui a écrit quelque chose là. Mes hommages et mes salutations les plus distinguées à notre cher et grand aîné, commandant Stavros. Je ne sais Voilà, pas si je le remercie. Et alors, il ajoute ceci, hein, si vous pouvez lire là, hein, ce qu'il a écrit là. Hein. Voilà. Tonton Voilà. Stavros pète la forme, oui. Mais oui, voilà. mais... Alors, les derniers, avant de continuer, sinon ils vont un peu, disons, déranger notre parcours de l'émission. Il y a les derniers là, hein, Tanganyika Plus, Muyomba. Voilà, tu nous manques. Voilà, c'est ce que j'avais déjà dit hein, quand les gens ont vu qu'on allait vous inviter aujourd'hui. Alors, je ne sais pas, Patricia, il a répondu à toute votre question ou bien il y a encore Oui, bien sûr, mais on a juste hâte d'entendre la suite. Pardon? Nous avons hâte d'entendre la suite. Ah oui, alors, vite, envie d'attendre la suite. Bon, on va voir maintenant. Vous aviez déjà commencé à parler disons, du Canada. Effectivement, vous êtes parti au Canada. Donc, on voit d'abord déjà les traces hein, pour voir un peu. Likassi, vous n'étiez même pas à Lubumbashi à ce moment-là. Vous avez passé la vie à Likassi. Et puis la Belgique, c'était pour l'informatique. Et alors, vous avez commencé, en répondant à la question de Patricia, vous avez commencé une société de génie civil. Et vous avez vu que non, l'aviation apportait un peu plus. Alors, vous avez dit non, vous n'étiez même pas encore pilote à ce moment-là. Et vous êtes parti au Canada pour devenir pilote de ligne. Et avant de fonder alors Chabert, à l'époque, Chabert, et puis Ewabora. Après, moi, c'est maintenant que j'ai découvert ça, hein, que Chabert et Ewabora, c'était avec vous. Alors, avec le recul maintenant, après quelques années, puisque ça fait quand même déjà plus de
de 20, 30 ans, hein, quand on parle de Chabert ou de Ouabora. Avec le Chabert, recul, qu'est-ce qui vous a Chabert, c'est en 1988. dans l'entrepreneuriat aéronautique en République démocratique du Congo? Et si je peux encore ajouter directement une autre question, quels sont pour vous les meilleurs, puisqu'il y a toujours ce qu'on appelle les meilleurs, et les plus difficiles, comment est-ce qu'il faut appeler ça, les plus difficiles, hein, ou bien oui, les plus difficiles souvenirs dans cette aventure, puisque, bon, aventure, quand on parle d'aventure, c'est dans le bon sens, dans le secteur de l'aviation en République démocratique du Congo. Ben, disons que ce qui m'a fait toujours le plus plaisir dans l'aviation, c'est lorsque je formais du personnel, je formais des pilotes, je formais des ingénieurs, je formais ces gens. Lorsque je voyais les gens revenir formés avec les diplômes, je crois que c'est le meilleur moment que j'ai eu, la plus grande satisfaction que j'ai eue, c'était dans la formation du personnel, la formation du personnel qualifié et hautement qualifié. Je me souviens, chez Ouabora, j'avais 17 ingénieurs aéronautiques. Je ne crois pas qu'il y a eu une autre société depuis lors qui a eu autant d'ingénieurs aéronautiques. Hein. Je les avais envoyés chez Boeing, je les avais envoyés chez Pratt & Whitney, je les envoyais partout pour vraiment pour se former. Et comme je n'avais pas assez, j'avais organisé des concours auprès de Numérica, c'était la chaîne de Kibambi Shintoa. J'avais organisé donc des cours sur l'aviation et après une vingtaine de cours, j'avais organisé un concours et j'avais gardé les 10 meilleurs. Et ces 10 meilleurs-là, je les avais envoyés un peu partout pour se qualifier justement dans l'aviation. Et c'est là que j'ai vu que, en fait, le Congolais a vraiment une soif d'apprendre et que c'était extraordinaire de pouvoir les former et de pouvoir les monter. Et aujourd'hui, il y en a parmi tous ces gens-là qui travaillent aujourd'hui. D'autres ont quitté la RDC parce qu'ils ne trouvaient pas un employeur pour eux. Ils sont aujourd'hui à Atlanta, ils sont aujourd'hui aux États-Unis, ils sont un peu partout. Mais vous m'avez demandé le plus grand plaisir, c'était ça. On vous entend pas. Argentin, on ne vous entend pas. Le micro, je m'excuse beaucoup vraiment. Pardon. Il y a aussi des bons moments, vous avez évoqué des gens que vous avez formés, mais il y a aussi des moments difficiles, non, dans le service aéronautique. Bon, certains, j'ai vu des commentaires que bon, c'est une compagnie qui a eu beaucoup de difficultés aussi. Hein. Par exemple, quand vous travaillez comme ça, il y a des pertes en argent, peut-être des pertes aussi disons, d'avion. C'est arrivé. Disons que la perte d'argent, ça vient, ça part. Bon, ça, c'est pas un gros problème. Effectivement, nous sommes dans un secteur où le risque zéro n'existe pas. Et nous avons travaillé dans des moments très difficiles. Et quand il y a effectivement comme ça un incident ou un accident avec pertes humaines, bien entendu, c'est très dur à supporter. Pour continuer un peu sur cette lancée-là, alors quand il y a des pertes comme ça en aviation et aussi perte, disons, d'hommes ou de femmes aussi, pour le pays, pour la République démocratique du Congo, est-ce que les compagnies privées comme ça, vous avez des assurances localement ou bien dehors? Bien sûr, nous avons des assurances. Tout le monde a été payé d'ailleurs, contrairement à ce qui avait été dit dans certaines rumeurs, etc. Les familles donc ont été, disons, dédommagées, à l'exception de l'accident qu'il y avait eu à Kindu, lorsque
euh, lorsque l'ordre avait été donné à l'époque d'abattre notre avion qui décollait de Kindu pour Kinshasa. À ce moment-là, l'avion est tombé. Il n'y a pas eu de survivants. Il y avait plus ou moins une quarantaine de passagers. C'était tous des femmes et des enfants qui fouillaient Kindu et qui n'avaient même pas payé les billets. Et on m'appelait au téléphone et on me disait, comme l'avion revenait à vide, on me dit, est-ce qu'il peut monter à bord? Je dis, oui, 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 oui. Bon, il y avait une quarantaine de personnes qui attendaient sur l'aéroport. J'avais dit, oui, montez. Et bon, j'aurais dû leur demander les billets, parce que si je leur demandais les billets, ils ne seraient pas venus. Mais comme j'ai voulu leur faire plaisir, ils sont montés dans l'avion et ils se sont fait tirer dessus par la rébellion à ce moment-là du RCD. Et c'est ainsi qu'il n'y a pas eu de survivants. Donc là-bas, évidemment, les assurances ne couvrent pas. OK. Patricia? Merci, merci. Alors, comme je disais tout à l'heure, et comme vous avez précisé tout à l'heure, j'ai aussi, en préparant l'émission, fait mes petites enquêtes et discuté avec certains de vos anciens collaborateurs. Mais il y a un commentaire qui revient beaucoup et qui dit que, en tout cas, ils disent dans la majorité que vous êtes vraiment un fervent défenseur de principes de travail égal, salaire égal, sans distinction entre expatriés, congolais, entre femmes, hommes. Et moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'est d'où vous vient cette conviction, en tout cas cette conviction ou ces convictions, et comment, à l'époque, puisqu'on parle des années 80 ici, comment tout ça a été reçu à l'époque dans l'opinion ou bien dans la politique congolaise, en fait. Patricia, je veux vous faire rire. En fait, quand nous voyageons, quand je voyage et que je viens en Europe, je me sens pas blanc. Je me sens noir. Et je suis tout bizarre quand je vois tous des blancs. Je suis pas habitué à ça. Et en fait, nous sommes des Congolais, purement et simplement. Et je trouvais, c'était révoltant pour moi de pouvoir accepter de voir un pilote qui était, parce qu'il n'était pas blanc, il devait toucher moins qu'un pilote blanc. Travail égal, salaire égal, vous faites la même chose, vous amenez mes passagers au même endroit, vous faites il n'y a aucune raison de faire une différence de salaire. Pour moi, c'était comme ça. Et avec les femmes, c'est pareil. Une secrétaire ou un secrétaire, j'ai formé une ingénieure aéronautique, une femme. Et elle se trouve aujourd'hui aux États-Unis, où elle dirige un grand centre on appelle le camp. Donc c'est un suivi pour les avions, pour la maintenance des avions. Et elle est là, elle est très heureuse. Et de temps en temps, elle me fait un petit coucou, elle m'envoie un petit mot qui me fait plaisir, bien entendu. Donc, elle aussi, elle touchait, c'était une femme congolaise, elle touchait autant que si c'était un homme blanc. Je ne vois pas pourquoi il va y avoir la différence, elle faisait le même travail. Merci. Mais c'est bon. J'ai pensé qu'il fallait que je relève ça quand même parce que c'est rare. Moi, j'ai travaillé au Congo et bon, j'étais pas dans une société où il y avait des blancs ou bien, mais c'était des Indiens, par exemple. J'ai pas peur de le dire. Ben, il y avait une différence à travailler. Encore que c'était là, en 2022-23. Hein, oui, mais je le crois, mais même aujourd'hui, hein, même jusqu'aujourd'hui, il y a des différences. Hein. Oui. Même jusqu'aujourd'hui, bon, c'est chacun. Écoutez, moi, j'ai mes convictions. C'est peut-être à cause de ça, justement, que j'ai eu tous les problèmes. Parce que il faut savoir que à partir du moment où, chez moi, tout le monde avait les mêmes salaires, les charges salariales étaient beaucoup plus élevées chez moi que chez mes concurrents qui, eux, faisaient cette distinction. Donc, chez moi, il n'y avait pas de différence. Mais malheureusement, j'ai été incompris et je n'ai pas été soutenu par le gouvernement. Il faut savoir que nous avions
un atelier à Kindambo Mhm. où nous faisions la révision des moteurs d'avion. Nous avions révisé les moteurs complètement, une douzaine environ, avec tous des ingénieurs congolais qui étaient Mhm. formés chez Pratt Whitney, et nous avons fait ça. En principe, si le gouvernement était actif et proactif, ils auraient dû nous aider à ce moment-là pour promouvoir. Parce que nous n'étions pas loin à l'époque Mhm. des performances de Ethiopian Airlines. On n'était pas loin. Mhm. Mhm. Mais nous avons été torpillés par notre gouvernement. C'était un véritable panier à crabes. Et je ne sais pas si vous savez pourquoi est-ce qu'on dit un panier à crabes. Les crabes, quand on les attrape, quand les pêcheurs attrapent les crabes, Mhm. ils les mettent dans un panier, et dans le panier, il n'y a pas de couvercle. Pourquoi? Parce que le crabe, quand il y a un autre qui veut monter, il le ramène vers le bas. Les autres le ramènent vers le bas. Et c'est de là que ça vient le panier à crabe. Et je dois dire que chez nous, c'était un panier à crabe. Dès qu'on essayait de faire quelque chose, c'était les autres qui nous amenaient. C'est ça, malheureusement, qui ne nous a pas permis d'avancer. Mhm. Mhm. C'est Ouais. dommage. Monsieur Stavros, en début de la rencontre, vous avez dit que vous avez accumulé en tout cas plusieurs diplômes et certificats et, euh, et que vous êtes vraiment dans une perpétuelle formation. Qu'est-ce qui vous pousse, vraiment ça m'intéresse de savoir, qu'est-ce qui vous pousse dans cette quête permanente de formation jusqu'à cet âge où normalement bon, vous pourriez vous la couler douce à la retraite, quoi. Disons que je suis peut-être je dois être un psychopathe qui suis malade de pouvoir apprendre tout le temps. Voilà, je ne parviens pas disons, à me calmer et à rester sans rien faire dans l'oisiveté. C'est impossible pour moi. Mhm. Mhm. Impossible. Que ce soit aujourd'hui dans toutes ces nouveautés de l'intelligence artificielle que nous allons passer, ou bien dans les autres, parce que les intelligences artificielles, il y en a peut-être un millier des différentes aujourd'hui. Je suis un peu versé dans toutes ces nouveautés Mhm. et dans l'aviation, bien entendu, euh, tout ce qui est nouveau, je suis là-dedans, mais pas seulement, même Mhm. par exemple dans le droit. J'aime beaucoup le droit, j'aime Ok. beaucoup l'OHADA, j'aime beaucoup, je trouve que c'est magnifique, l'OHADA est magnifique, bien qu'il faut quelques petites, des petites modifications, l'OHADA, le Susquehanna, mais c'est extraordinaire. La science est extraordinaire, elle m'attire. Mhm. Je suis un psychopathe. Merci. Merci, c'est Ouais, très inspirant. Ouais. Merci mais d'avoir justement, hein, justement, Monsieur Stravos, par cette curiosité, il faut quand même qu'on le dise, hein, vous êtes un infatigable homme de sciences. Vous avez accumulé 9 diplômes, même un certificat. Ça, c'est quand même, ça peut aussi stimuler les gens. Hein. Vous ne vous contentez pas de peu. Vous avez fait beaucoup de choses. Alors, une question, puisque vous avez déjà parlé de ça. On pourrait dire que vous êtes les représentants des Congolais blancs. C'est que parfois, dans notre pays, quand on dit comme ça, les gens ouvrent grandement les yeux pour dire, mais voilà, non, les Congolais n'ont pas cette couleur. C'est quand même un peu aberrant, si je peux utiliser le mot. Et vous avez souligné déjà que vous avez obtenu, vous avez demandé depuis 1983. 83. En 83, j'avais fait la première demande. Vous avez obtenu seulement en 2007, donc plusieurs années après. Alors, la question maintenant, qu'est-ce que cela représente pour vous, au-delà seulement des statuts, comment dire, administratifs? Écoutez, d'abord, c'est une reconnaissance pour moi parce que je me sens, comme je vous dis, moi je me sens congolais. Point barre. C'est un peu comme dans le sens inverse. Mais pourquoi vous dites vous vous sentez congolais alors que vous êtes congolais? Non, justement, je vous réponds donc, c'est parce que je me sens congolais que j'ai voulu qu'on me reconnaisse comme congolais, puisque je me sens congolais. C'est comme un peu aujourd'hui, comme nous avons des Belges d'origine congolaise. Il y a grosso modo, d'après ce que je me suis laissé dire,
il y aurait environ 100 000 Belges aujourd'hui d'origine congolaise. Il y aurait grosso modo environ 15 000 Grecs aujourd'hui d'origine congolaise. Et il n'y a qu'un seul Grec d'origine, un seul Congolais d'origine grecque, c'est moi. Wow. Il n'y en a pas d'autre. Et même celui-là, on veut encore le tuer. Même celui-là. Il est seul. Si jamais je dois faire un parti politique, tu es là. Tu es non, peut-être seulement parler. Hein? Peut-être seulement parler. Si jamais je dois faire une manifestation, si je dois manifester dans la rue, je serai seul. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. On sera peut-être là pour vous défendre, puisque nous, on est au-delà de toutes ces histoires. Vous savez, il faut qu'on reste au-delà de cela. Ceux qui attaquent le fait de dire c'est un blanc, c'est un grec, ce sont des petits. Ce sont des petits qui sont nés, la plupart n'ont même pas 20 ans. Il faut leur pardonner, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont l'impression que ce qu'ils disent est intelligent. C'est pas grave, c'est pas à eux, il faut pouvoir leur en vouloir. Moi, pourquoi je vais leur en vouloir? Ok. Donc, il ne faut pas voir dans toute vie, hein, il y a toujours des gens qui sont, ça c'est aussi la démocratie, les gens qui sont pour, les gens qui sont contre. C'est seulement triste hein, de trouver toujours les gens comme ça, bon, malheureusement. Alors, on va aborder un peu notre thème là, hein, du point de vue intellectuel. Vous êtes un intellectuel confirmé, on le sent hein, dans vos analyses. Moi, je me rappelle, ça c'est vite une parenthèse, une fois je me promenais dans un parc ici à Rome, j'ai vu un statut d'un philosophe et je l'ai publié et puis les débats commençaient des philosophes et j'ai vu vos analyses. Hein. C'est comme ça que quand je vous ai eu pour préparer, j'ai dit que je vous lisais beaucoup. Alors j'ouvrais les yeux et dit voilà, c'est monsieur qu'on pense seulement qu'il est là pour injurier, comme ils ont dit, pour les gens, mais c'était un homme très profondément intellectuel, évidemment. Mais alors, sur les réseaux sociaux, vous étiez actif. L'autre fois, vous m'avez dit vous étiez même à votre 7e compte sur Twitter et on a bloqué votre compte. C'est comme ça que beaucoup de gens ont dit il nous manque, et on les cherche. Ça signifie que les gens, ce n'est pas qu'ils regrettent, c'est que vos réponses un peu virulentes, mais ils regrettent quand même votre absence sur les réseaux, disons sur X. Hein, donc, on a bloqué votre compte encore une fois. Mais c'est là que beaucoup, en fait, vous ont découvert, même moi, et grâce à votre tribune, si on peut appeler ça comme ça, où vous replacez un peu, en quelque sorte, l'actualité dans une perspective plus historique, donc pour apprendre aux gens des choses. Alors, pourquoi avoir choisi cette forme d'analyse, hein, un peu historique et longue même, dans un espace numérique, là où, comme certains écrivent, c'est la rue où on trouve tout le monde. Mais vous avez choisi cet espace-là pour faire des analyses dans les perspectives un peu plus historiques, là où c'est dominé plutôt par des réactions parfois épidermiques, où les gens n'aiment plus beaucoup de choses longues, des choses profondes, des choses qui nécessitent de faire bouger le cerveau. Et on vous trouvait aussi, comme on a déjà dit, un peu menaçant envers certains internautes, et vous avez répondu que vous avez supporté pendant 2 ans et puis vous avez. Alors, mais peut-être prochainement, il faut seulement vous taire, hein, puisque quand on ne répond pas aussi à quelqu'un, ça fait parfois mal. Puisque nous, on a besoin de vous au lieu qu'on vous censure souvent, disons pas censurer, qu'on bloque votre compte. Alors, moi, c'est à ce niveau de vos analyses qui donnaient des aspects historiques, même si c'était sur les réseaux sociaux. Disons, qu'est-ce que vous en dites? Pourquoi avoir choisi cette forme d'analyse comme ça? Pour former les gens ou ce n'est pas seulement pour montrer que vous êtes quand même un intellectuel? Non, je pense que c'était des réactions naturelles, hein, comme vous avez dit tout à l'heure. Ce sont des réactions naturelles. Bon, ce n'est pas important de pouvoir répondre un peu brutalement à ceux qui le méritent. Ce n'est pas important. L'important, c'est aussi de faire passer certains messages et pour pouvoir obtenir quelque chose. C'est ça l'important.
ce que je souhaite, moi, aujourd'hui, quand je réagis pour le Congolais, pour le pauvre, pas pour le riche. Le riche, j'ai pas besoin de l'aider. Vous savez, quand on va en RDC et qu'on voit ces mamans qui ont leur enfant derrière leur dos et qui souffrent pour aller vendre quelque chose, pour aller vendre du pain, pour aller vendre n'importe quoi, qui souffrent pour apporter de l'argent à la maison. On ne peut avoir que de l'admiration pour ces femmes-là. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour elles. Quand je vois ces enfants qui vont à l'école et qui parfois sont presque pieds nus ou bien ils tiennent leurs souliers à la main pour ne pas les user, et que je vois chez nous, nos enfants sont différents, ça me fait mal au cœur. Je ne peux pas dire que ça me fait plaisir. Celui qui est indifférent à ça n'est pas un homme normal. N'est pas normal. Et c'est pour eux, c'est pour ces gens-là, c'est pour cette tranche d'hommes-là que, sincèrement, que je me bats. C'est pour eux. Les riches, je m'en fous. Donc, on peut dire que des analyses que vous faites sur certains sujets de société, même si ça prend un peu de perspectives un peu plus longues et puis même des dimensions historiques pour former, c'est en fait pour éduquer la société. Vous savez, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est quoi? C'est le problème aujourd'hui, le problème de la RDC. C'est quoi aujourd'hui? C'est justement une mauvaise gérance, une mauvaise gestion. C'est ça le problème de la RDC. Même ceux aujourd'hui qui pourraient aujourd'hui tenir des propos peu courtois avec moi. Mais ces gens-là, ce sont des pauvres malheureux, qui vivent la plupart des fois chez leur père, chez leur mère, chez leur oncle, etc., qui n'ont pas de revenus et qui souffrent eux aussi, qui ne savent pas. Et ils ont l'impression qu'en s'attaquant à moi, ils s'attaquent à un ennemi. Ils ont l'impression de ça. Donc, on ne peut pas leur en vouloir à eux. Par contre, il faut revenir sur les principes de la mauvaise gouvernance. Nous avons une mauvaise gouvernance. Chez nous, je vais vous dire ceci, depuis 1960 à ce jour, nous avons une mauvaise gouvernance. Alors, là, vous risquez d'anticiper un peu nos futures questions. Donc, c'était un peu seulement pour apprécier vos tribunes sur les réseaux sociaux. J'espère vraiment, comme beaucoup disent, que vous manquez aux gens et que vous allez vite revenir pour faire réfléchir les gens, les internautes, avec vos sujets, puisque parfois, on confond seulement vos répliques aux gens qui vous injurient, alors que vous écrivez aussi des choses pour former les gens. C'est un peu ce niveau-là. Je comprends les gens qui disent, bon, les réseaux sociaux, c'est la rue, mais la rue, on trouve aussi des gens sérieux. La rue, ce n'est pas pour les gens mal polis, disons. Bon. Voilà. Alors, on va arriver, on va parler de l'actualité, des sujets politiques aussi. Je laisse la parole à Patricia. Donc, ça va venir. On va vous donner la parole. On est là pour vous écouter aujourd'hui. La vérité fait mal, mais c'est la vérité. Exact. Merci, Père Jean-Pierre. Alors oui, j'aimerais poser un petit peu une question par rapport à l'actualité, mais en tout cas dans une perspective un peu plus, comment dire, géopolitique, peut-être, parce qu'on a quand même en face de nous quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. Donc j'en profite pour poser des questions pertinentes. Donc voilà. Donc Monsieur Stavros, là, le Congo a signé plusieurs accords de paix, de coopération stratégique, notamment avec les États-Unis et avec le Rwanda. Mais la paix tarde à s'installer. On voit de tout, en tout cas, sauf des accords de paix. Et vraiment, sur le terrain, c'est pas du tout ce qui se passe dans les salons des diplomates américains et aussi congolais. Avec votre regard et votre connaissance surtout du Congo, mais aussi de la géopolitique en général, comment est-ce que vous analysez cette situation sécuritaire dans les Grands Lacs? Je sais que la réponse peut être longue, mais
si vous pouvez me faire un petit résumé vraiment de quelques minutes, ce serait sympa. Bien, comme vous avez dit, hein, il y a vraiment beaucoup de volets là-dedans. Mais ce qu'on peut dire, ce que je peux vous dire, c'est ceci. À supposer qu'il n'y avait pas la guerre à l'Est, à supposer qu'il n'y avait pas, que nous n'avions pas de problème, est-ce que nous allions signer ces contrats avec les Américains? Est-ce que nous allions brader le pays si nous n'avions pas la guerre? Certainement pas. Certainement pas. Nous sommes en train de signer, de brader le pays pour essayer de gagner certains avantages militaires sur le terrain, qu'on ne sait même pas si on va les gagner. Mais ce qui est certain, c'est que nous allons perdre aujourd'hui nos matières premières, nous allons perdre aujourd'hui nos ressources naturelles. Vous savez, on lit dans certains documents, voilà, on va voir le lithium, grâce au lithium qu'on va vendre, nous allons construire nos drones, nous allons faire ci, nous allons faire ça. Il faut se détromper. L'Iran construit ses drones, la Turquie construit ses drones, tous ces gens-là, ces pays construisent leurs drones sans lithium. C'est pas ça qui... Je crois que c'est la connexion. Voilà, je crois qu'il a disparu. On espère qu'il va vite revenir. Hein. Je crois qu'il ne va pas beaucoup traîner pour nous revenir. Je crois qu'il y a certainement un problème. Non, certainement le chargeur, l'appareil n'est pas chargé. C'est comme ça que ça coupe quand l'appareil n'est pas chargé. Bon, on va voir. J'espère que ça ne sera pas comme quand on a un invité qui est au pays. Hein. J'espère qu'il va vite revenir ou qu'il a touché un mauvais bouton et qu'il va vite revenir. C'est quand même intéressant. Je crois qu'il est déjà vite revenu. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Et ça n'a pas traîné. Heureusement, il est vite revenu. Voilà. Je disais que il faut qu'on soit un peu réceptif. Oui. Nous avons un problème aujourd'hui à l'Est. Nous avons un problème même dans les environs de Kinshasa. Nous avons des problèmes. Ce sont des problèmes du droit. C'est un problème de droit. Les gens qui réclament leurs droits. La personne la plus adéquate pour pouvoir répondre à ces problèmes de droit, c'était notre ministre de la Justice que nous avons négligé. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un ministre de la Justice, un vrai ministre de la Justice, comme nous n'avons jamais eu. Il est là. Mais nous le négligeons. Là, vous parlez de ministre de la Justice actuel. Oui, actuel, je ne parle pas du précédent. Je ne parle pas du précédent qui a été volé de l'argent. Donc, vous parlez de l'actuel. Le fameux Constant, l'ivrogne. Bon, pardon. Non, là, il ne faut pas. Non. Donc, je parle de l'actuel qui est vraiment un ministre qui a tout mon respect, toute ma considération. Je n'ai jamais vu cet homme prendre une décision qui n'était pas basée sur le droit. C'est ça qui fait sa force. Or, le problème à l'Est, c'est un problème de droit. C'est là où on aurait dû l'envoyer. C'est là où on devait lui donner même la casquette d'un vice-premier ministre pour pouvoir aller là-bas et aller régler le problème. Si lui, vous l'envoyez à l'Est, il règle le problème. Arrêtez d'envoyer les ministres des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Guerre, le ministre... Ils ne servent à rien. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? Peut-être expliquer un peu plus. Vous voulez qu'on l'envoie à l'Est ou bien qu'on l'envoie plutôt là où il y a des rencontres de ce genre de choses? Non, qu'il aille à l'Est, qu'il aille carrément là-bas, il va faire une mission, il va aller là-bas, il sera reçu. Oui, il sera reçu. Mais Goma, c'est la RDC. C'est la RDC, il va là-bas, il prend les gens, il écoute tout le monde, il va faire rapport. Il est vous voulez régler le problème, c'est avec lui. Les autres, laissez tomber. Les autres sont là pour faire la guerre. Le ministre de la guerre, c'est pour faire la guerre, il veut des armes, il veut de l'argent, il veut si, nous connaissons comment ça marche ces histoires-là.
nous avons besoin. Le ministre des Affaires étrangères, c'est des affaires étrangères. Nous avons besoin des affaires congolaises. Et les affaires congolaises, c'est le droit. Les gens qui sont là-bas, les communautés nilotiques qui revendiquent certains droits, on doit les écouter. Pourquoi est-ce qu'on refuse de les écouter? On doit les écouter. Ils ont des revendications légales à faire. Le seul qui peut amener en faire un rapport et trouver une solution pour ça, c'est notre ministre de la Justice. Mais vous n'êtes pas payé pour faire sa publicité par hasard. Je ne le connais pas, hein. Je vous dis tout à fait. Hein. D'abord, je ne le connais pas. Voilà. Mais je le lis à travers toutes ces déclarations, ce qu'il fait, etc. Je vois que c'est quelqu'un de très correct. C'est comme, par exemple, un autre ministre que nous avons, le ministre de l'Information, Mouyaya. Mouyaya, il fait son travail. Moi, je ne vois pas, bon, tout le monde le critique, etc. Mais il fait son travail. Absolument. Il est payé pour ça. Bon, il fait son travail correctement. Il est loyal, il fait son travail. OK. Bon. C'est indifférent. Vous êtes notre invité, différent. Oui, mais nous, on respecte les points de vue des invités. On ne refuse pas aux invités de dire ce qu'ils pensent, pourvu qu'il n'y ait pas des injures. D'ailleurs, vous n'avez pas encore injurié quelqu'un jusqu'à présent. Ça ne viendra pas. Oui, donc c'est pour enlever un peu cette caricature qu'on a mis sur Mouyomba, que c'est quelqu'un qui bastonne les gens. Vous savez, voilà. Alors, un Congolais qui n'injurie pas n'est pas un Congolais. Ah, c'est vrai ça? Non. Donc, tout Congolais injurie. Non, le Congolais doit injurier. Moi, en tout cas, c'est un peu rare quand même. Hein. Bon, mais aussi, ça arrive, il n'y a pas trop. Les Congolais, on ne peut pas avoir un Congolais qui la situation, les rangs sociaux qu'on occupe ne permet pas encore de faire certaines. Je peux injurer peut-être intérieurement, mais sans. Alors, Mouyomba, nous allons essayer un peu de faire. Je m'excuse, Patricia, pour satisfaire aussi nos téléspectateurs, puisqu'ils vont s'en prendre, puisqu'ils profitent quand même comme. Ce n'est pas chaque jour qu'on va recevoir M. Stavros. Alors, il y a quand même quelques personnes qui ont déjà apprécié. Voilà, Stavros nous manque, ça on a déjà mis là-bas. Il y a, il y a quelqu'un là, hein, on va voir son nom ensemble. Qu'est-ce qu'il a écrit là? Moins Sakala. Oui, ça, celui-là, c'est un fidèle. Hein. Bonsoir, Padre Jipebo, Maman Patricia et Monsieur Stavros. Moi aussi, au télé, oui, mais aussi au télé auditeur de dialogue avec. Merci beaucoup, Moins Sakala. Ça, c'est un fidèle. Alors, il y a Monsieur, ou bien Monsieur, non, c'est Tanganyika Plus. Notre Mouyomba n'a qu'à ouvrir un autre compte et nous allons le suivre comme des mouches. Voilà, c'est un conseil. Hein. Tout le monde veut vous voir rentrer. Hein. Oui, je vais vous dire ceci. D'abord. Voilà. Et puis quelqu'un qui dit le voir en bonne santé me rassure. Donc voilà, c'est pour dire que vous avez manqué beaucoup aux gens. Alors, on va aller au Canada puisqu'on a vu aussi une fidèle hein, de notre émission qui a envoyé son message. Patricia, c'est notre amie Tad, Georgine Tad, qui a dit ceci. Hein, voilà, nous allons lire ça ensemble, M. Stravos. Et je crois qu'il fait allusion à ce que vous avez dit avant, que vous êtes allé au Canada pour votre formation de pilote. Et il dit, monsieur, non, là, il a. Je vais vous dire aussi une chose, M. Stavros. Il y avait un Congolais que vous devez connaître, que les jeunes connaissaient, hein, Stravos Niarkos. Alors, c'est comme ça que souvent les gens, pour votre nom, par exemple, là, on a écrit Stravos, puisqu'on se réfère peut-être à Stravos Niarkos, mais c'est Stavros. Bonjour. Pourquoi avoir choisi Montréal plutôt qu'une formation en Europe? Avez-vous aimé le froid et la poutine? Voilà un peu une question. Vous allez répondre rapidement à notre téléspectatrice TAD du Canada. Et puis alors, nous allons enchaîner avec nos questions. Alors, j'avais choisi le Canada. C'est une question de coût. À l'époque, c'est moi-même qui payais mes études de pilotage et tout ça. Et ça me coûtait beaucoup moins cher de le faire au Canada. Ça me coûtait presque la moitié du prix au Canada que si je le faisais quelque part en Europe.
Ah, ok. Alors, nous allons avancer. C'est bientôt déjà 1 heure. C'est comme si on a commencé il n'y a pas longtemps. Vous êtes tellement intéressant. Alors, vous critiquez souvent, hein? Bon, vous critiquiez, je peux dire comme ça, puisque c'était quand, à travers votre compte X ou Twitter, vous critiquez souvent la lecture émotionnelle, hein, ou simpliste de certains acteurs politiques de votre pays, de notre pays, la République démocratique du Congo. Mais comment, selon vous, M. Stravos, encourager une culture du débat plus rigoureuse et mieux documentée dans un espace public marqué par une forte polarisation? Ça signifie, si tu n'es pas avec moi, tu n'existes pas. On ne veut pas une voix contraire. Comment est-ce que vous pouvez encourager une culture de débat où les gens acceptent des points de vue contraires, par exemple, de dire, voilà, lui dit comme ça, moi j'ai un autre point de vue. C'est ce qui fait d'ailleurs avancer la démocratie dans beaucoup de pays, des débats contradictoires. Quel est votre point de vue à ce sujet? Mon point de vue est que quand un pays, quand un gouvernement n'a pas un plan stratégique solide, il sera paniqué et il va attaquer l'opposition de tous les côtés. Si le gouvernement avait aujourd'hui un plan stratégique à sa hauteur, fort et tout ça, il aurait laissé faire l'opposition. Il se serait dit, bon, l'opposition aurait été totalement désemparée devant un plan stratégique costaud. Nous n'avons pas de plan stratégique costaud. Nous n'en avons pas. C'est ça le grand problème. On va n'importe où. Vous savez, lorsque nous avons une vision, lorsque quelqu'un a une vision, et que de cette vision-là, il n'y a aucune action, ça s'appelle un rêve. Je voudrais avoir ça, je voudrais avoir le métro à Kinshasa. C'est un rêve, parce qu'il n'y a pas d'action. Mais lorsqu'il y a des actions qui ne sont pas dans une vision, alors ça s'appelle un cauchemar. Parce qu'on va dans n'importe quel sens, tous les ministres vont agir peut-être pour la même chose, mais de façon différente. On va multiplier les frais, on va aller n'importe où. Ça, c'est lorsque nous n'avons pas un plan stratégique fort, fluide, et qui peut nous amener le pays à sortir de là où nous sommes. Depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de plan stratégique. Quel est le plan stratégique que nous avons? C'est quoi le plan stratégique? Le budget, ce n'est pas un plan stratégique. C'est le plan, nous devons avoir un plan stratégique pour savoir ce que nous voulons faire, etc. Nous n'avons pas tout ça. Il n'y a personne qui s'en occupe de ça. Aujourd'hui, on peut décider, parce que quelqu'un est venu dire que voilà, ce serait bien si on faisait ça, un tel projet, on va se verser dans un projet qu'on vient de nous dire maintenant, puis après on abandonne, puis après on revient. C'est une perte de temps inutile. Hein, on va aller faire des pyramides en Bujimaï, etc. Ça va nous servir à quoi? Très bien. Ça m'amène à penser que en Europe, par exemple, moi j'ai grandi en Europe et on sait que ce que l'on vit aujourd'hui, tel que le monde tel que l'on voit et puis l'Europe telle que l'on vit aujourd'hui, ça vient de personnes qui ont pensé cette vie-là et qui ont pensé ces pays, notamment les Grecs par exemple. Et alors, quand vous dites qu'on n'a pas de plan stratégique, selon vous, qui doit faire ce plan stratégique en fait? D'où est-ce qu'on peut s'inspirer? Puisque en Europe, ils s'inspirent des penseurs, ils se sont inspirés des philosophes, ils se sont inspirés des scientifiques. On en a aussi, mais est-ce que on doit faire la même chose? Comment est-ce qu'on le fait, ce plan stratégique pour le Congo? Alors, le plan stratégique est une pyramide. Oui, c'est une pyramide. Au-dessus de la pyramide, nous avons la vision. La vision, voilà, je voudrais un Congo que dans 25 ans, il doit être comme ça, c'est le long terme. Dans un moyen terme, c'est-à-dire dans 5 ans, je le voudrais comme ça.
et dans un court terme de l'année prochaine, je le voudrais comme ça. Ça, c'est la vision. Après la vision, nous avons maintenant les objectifs. Sur base de cette vision-là, on va faire maintenant tous les objectifs que nous voulons. Et pour chaque objectif que nous avons le diviser par des stratégies. Comment obtenir le premier stratégie? On va faire, OK, voilà le plan A pour arriver à ça. Dans le cas, je voudrais faire 2000 km d'autoroute en RDC. Plan A pour y arriver, c'est ça. Plan B, ce sera ça. Et comme ça, on reprend tous les objectifs. Et quand nous avons tous les objectifs, maintenant, nous allons fixer les indicateurs. Les indicateurs, c'est pour dire, OK, à combien de pourcents nous avons réalisé l'objectif numéro un tel, etc. Pour les routes, nous sommes à combien de pourcents, etc. Ça, ce sont les indicateurs. Et en bas des indicateurs, nous aurons maintenant les audits, c'est-à-dire de savoir à combien, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ça n'a pas été. Et lorsque nous avons les routes causes, les causes de ce retard, nous devons maintenant terminer en disant, voilà, nous devons avoir les corrections d'un plan de correction, correctif de tout ça pour pouvoir revenir à notre plan. Et tout à fait en bas, c'est le budget. C'est comment nous allons arriver pour toute la pyramide. Donc, vous avez vu que c'est une pyramide. Et dans cette pyramide-là, c'est le numéro 1, c'est le sommet. Si jamais le sommet ne croit pas à ça, ben c'est inutile de pouvoir dire que les autres vont le faire. C'est impossible. C'est impossible. Oui? Donc, ça doit commencer par la tête. Bien sûr, il y a eu plein de citations là-dessus en disant que le poisson pourrit toujours par la tête, etc. Bon, c'est vrai toutes ces histoires-là, mais il faut savoir que si nous n'avons pas un plan stratégique pour le pays, un plan bien fait, que tous les ministres doivent répondre à ce plan stratégique. Ils doivent suivre là-dedans. On ne peut pas laisser un ministre, par exemple, des Transports, décider de quelque chose, et à côté, nous avons celui de l'Intérieur. Pour la même chose, il va investir ailleurs, etc. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et c'est la raison pour laquelle nous allons dans tous les sens et on ne s'en sort pas. Prenez par exemple l'aviation aujourd'hui. L'aviation aujourd'hui au Congo, elle ressemble à quoi? Elle n'a rien. Nous avons des avions angolais qui sont en train de voler chez nous, alors que nous aurions pu avoir nos propres avions. Qu'est-ce que nous avions aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme compagnie aujourd'hui congolaise là-bas? Nous avons Congo Airways qui doit entre 120 et 150 millions de dollars. Ils ont obtenu 2 avions maintenant. Oui, mais il y a une ardoise, il y a un passif derrière. Comment est-ce que nous allons faire pour nous en sortir? Pourquoi? Mais parce que tous ceux qui gèrent aussi ces sociétés-là, ce ne sont pas des gens du métier. Exact. Merci, ça nous fait réfléchir. Je pense que c'est au Père Jean-Pierre s'il a une question. Oui, il n'y a pas de problème. Je crois que c'était un peu pour d'abord compléter ta question, Patricia, puisque souvent dans cette tribune, quand je crois que c'est comme les gens demandent, il faut qu'ils reviennent d'abord vite sur Twitter. Vous parlez souvent de citoyenneté inclusive, citoyenneté inclusive et un réalisme aussi démographique pour la République démocratique du Congo. C'est comme ça que je voulais enchaîner d'abord avant ma question avec ce que Patricia a dit. Alors, comment faire avancer ces idées dans un contexte, par exemple, aujourd'hui de la République démocratique du Congo, marqué par la peur, même pour les politiciens, même pour la population, la méfiance et surtout les tensions identitaires. Ça pose problème. C'est un gros problème. Vous savez, d'abord pour l'identitaire. Quand j'ai obtenu ma nationalité congolaise, la première question qu'on m'a posée, on m'a dit, tu es de quelle tribu? Moi, je l'ai regardé, je dis, écoute, regarde-moi bien. De quelle tribu tu veux que je sois? Il dit, non, ici, il faut absolument donner une tribu. C'est comme ça. Je dis, bon, s'il faut la donner, on va la donner. Hein. Comme je suis né à Likasi, mettez-moi que je suis à Moussanga. Donc, j'ai trouvé cette histoire que c'est un des gros problèmes que nous avons. Nous avons un grand problème. On doit
se différencier par rapport aux autres avec les tribus et toutes ces histoires. C'est ce qui a créé d'ailleurs la guerre au Rwanda, hein, le génocide au Mm. Rwanda. Je pense que nous avons beaucoup de problèmes à arranger chez nous. Un des gros problèmes que nous avons, c'est la loi qui avait commencé par Bakajika sur le sol et le sous-sol. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, le sol, on a beau dire que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, ce n'est pas vrai. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État et au chef coutumier. Lorsque nous obtenons, par exemple, quelqu'un veut construire une usine ou bien veut faire une mine ou bien un champ des grands champs agricoles qu'il veut faire en RDC, il doit obtenir l'autorisation du gouvernement et du chef coutumier. Donc ça veut dire que les deux sont là. Et c'est ça qui crée les problèmes aujourd'hui. Parce que les chefs coutumiers se battent entre eux, les chefs coutumiers revendiquent des terres par rapport aux autres, ils vont créer leur propre groupe Maïmaï, c'est ça les Maïmaï, hein, le départ des Maïmaï c'était ça, et c'est le bordel. Tout ça pourquoi? Parce que nous avons une mauvaise gouvernance. Nous avons une mauvaise gouvernance. Prenons le cas, je vais vous donner un exemple simple. Aujourd'hui, la société TFM donne 2,5 millions de dollars au chef Moulongo de Bunker. Je suppose que ces 2,5 millions de dollars, il en rétrocède une bonne partie à sa population. Mais si jamais demain, quelqu'un d'autre vous lui dit, écoutez, ce n'est plus à Moulongo, c'est à moi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va soulever les gens et dire, écoutez, vous savez, ce que vous touchez, aujourd'hui, vous n'allez pas toucher parce qu'il y a un danger, un tel veut le prendre. Et là, on va commencer une guerre. C'est le problème que nous vivons à l'Est. C'est ça le problème. Quand je dis que c'est un problème de droit que nous avons, c'est un problème de droit. C'est pour ça qu'on doit résoudre les problèmes. Quand on dit les causes profondes de nos problèmes, c'est ça les causes profondes. C'est là-bas que nous devons nous battre pour résoudre les problèmes. Ouais. Ouais, c'est profond ça, hein? Ça c'est vrai. Oui, alors nous allons avancer puisque il y a encore des petites questions et puis nous allons évidemment voir encore aussi nos téléspectateurs aussi encore des curiosités. Mais il y a notre ami Moussa Kala qui juste apprécie, ce n'est pas vraiment une question, hein. Je suis d'accord, monsieur Stavros, sur la citoyenneté inclusive et je développe une réflexion dans le même sens. Donc, c'est pour dire que les choses que vous avancez elles sont bien fondées. Alors, Patricia. Oui, moi, avant qu'on arrive vers nos questions pour clôturer, j'ai quand même une question vraiment juste d'actualité. Vous avez été récemment banni de Twitter, comme Père Jean-Pierre a dit tout à l'heure. Et moi, j'aimerais savoir, en fait, comment est-ce que, bon, je sais que c'est pas une grande perte, mais comment vous vivez ça et comment vous vivez ça de ne plus avoir accès à Twitter, mais aussi, surtout, en fait, il y a cette tendance un peu qui est croissante. Je ne sais pas qu'est-ce qui a poussé le fait qu'on vous a fermé le compte Twitter. Peut-être vous allez nous en parler. Mais cette tendance vraiment croissante de censurer les gens sur Twitter, parce que moi je vois pas vraiment ce qui a poussé Twitter à censurer votre compte. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça en fait, vraiment dans une perspective plus large, pas nécessairement du Congo, mais la censure, on en parle beaucoup en France, on en parle aussi beaucoup en Angleterre. C'est vraiment un sujet d'actualité. Les réseaux sociaux X, par exemple, le réseau social X, il est vraiment combattu, mais de plein fouet. Ils cherchent par tous les moyens de faire en sorte que ce réseau soit censuré au maximum. Donc voilà, quelle est votre perspective par rapport à ça? Écoutez, sincèrement, si jamais je n'ai pas réagi pour le moment, c'est parce que je suis extrêmement occupé. Mais je vais vous dire, si jamais ils ont suspendu le compte, c'était à la suite de la plainte d'une ambassade, une ambassade étrangère qui était à Kinshasa, que je n'ai pas ménagée pour cette prise de position partisane. Au lieu de rechercher la paix, cette ambassade-là
recherchaient plutôt à attiser le feu. Et je leur ai pas fait cadeau. Et ils se sont plaints. Et c'est de là que ça vient, le problème. Mais c'est vraiment pas un problème, croyez-moi. C'est vraiment pas un problème. Le jour que j'ai envie de recommencer, de faire un compte, je vais ouvrir le compte. Je vais vous donner même le nom du compte que je vais ouvrir. Hein, comme ça, vous allez savoir. Ce sera Muyomba Stavro. Muyomba, Ça va? Muyomba Muyomba. Stavro, je vais ouvrir Muyomba Stavro et ce sera le mien. Donc, Oui, vous allez Ah, connaître. ok. Mais alors là, Muyomba, il faut tenir compte. Hein. Vous avez vu vous-même beaucoup de réclamations. Hein. Vous nous manquez, vous nous manquez, vous nous manquez. Je Donc, il suis faut très les occupé. promettre. Dans combien de Je- temps? Dans 2 semaines? Dans 3 semaines? Un mois? Écoutez, je suis très occupé pour le moment Mhm. parce que je suis en train d'aider des amis. Je suis très occupé, mais euh, je pense que j'aurai terminé, mais d'ici peut-être 2 semaines, j'aurai terminé le gros de mes problèmes. Voilà, voilà. Donc, au moins, vos fans Mais vont follow. attendez, il Ouais. y a quelque chose. Quelqu'un a parlé de ma santé, n'est-ce pas? Alors, je vais vous dire, il faut savoir ceci. Euh, de ce côté-là, mon golf s'est amélioré et je suis très, très, très méchant au golf. Voilà. Bon, Wow. c'était langage codé ou en parabole ou quoi là? Non, non, pas parabole. Le golf, croyez-moi, le golf, ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je parle. Ok. Euh, je Donc, suis et je c'est joue au golf que raisonnement pour l'argent. justifié Vous devez alors. savoir que moi, je joue au golf que pour l'argent. Je joue pas au golf. Vous savez, Ouais. parce Mais que c'est très bien. ce n'est pas des grosses sommes, hein, mais vous savez, quand vous devez peter, on appelle peter, donc avoir une toute petite distance comme celle-ci pour mettre la balle dans le trou, quand Mhm. vous savez que vous allez perdre 50 euros parce que si vous ratez ça, vous allez le rater, croyez-moi. Magnifique. Voilà. Là, on avance, Patricia, on avance, mais Merci. on Merci. avance. Bon, on touche vers la fin. Ça fait déjà 1 heure. Vraiment, c'est très agréable. Alors, on va vers nos dernières questions. Des questions qu'on pose à tous nos invités. C'est un peu des questions cultes comme ça. Alors, si vous étiez une citation, laquelle vous représenterez le mieux? Pour moi, qui me représente, Oui. je pourrais dire celle de Platon. Il disait, Ok. je ne suis pas athénien, je ne suis pas grec, je suis un citoyen du monde. Mhm. Super, c'est très inspirant, merci. Une autre question que je pose souvent, c'est quel livre conseillerez-vous aux jeunes? Et ici, dans ce cas, par exemple, quel livre pourriez conseiller aux jeunes Congolais pour comprendre un petit peu le monde et pour comprendre, pour essayer de se développer en tout cas? Vous savez, moi j'aime beaucoup l'histoire. Et Mhm, la plupart des livres que je lis aujourd'hui, ce sont des livres historiques. mhm, Et j'aurais pu dire que peut-être des livres, il y a beaucoup de livres, hein, on ne peut pas dire qu'il n'y en a qu'un seul, il y a beaucoup de livres qui mhm, sont différents. Mais pour les jeunes qui sont là, un très beau livre, c'est Les Rois maudits. mhm, Puis nous avons le livre. Vous savez, on ne parle pas beaucoup, suffisamment assez de la civilisation sumérienne. La civilisation mhm, sumérienne était supérieure, antérieure en tout cas à la civilisation gréco-latine, égyptienne, etc. mhm, Et euh, il y a un très très beau livre là-dessus qui était le livre qui s'appelle 1177, mhm, extraordinaire. Mais il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de livres qui me plaisent. Les livres sur la civilisation sumérienne sont extraordinaires aussi, mais ça m'arrive aussi de lire des livres un peu plus gais, hein, comme par mhm. exemple Don Quichotte. Comme voilà, Don Quichotte, c'est très agréable hein, de lire Don Quichotte ou bien
Tartarin de Tarascon, par exemple. Hein, Merci d'Alphonse beaucoup. Daudet. Voilà. Merci. J'ai retenu les titres. On va les conseiller alors. Merci. Père Jean-Pierre, à vous. Voilà. Avant que je ne passe aussi à mes questions, il y a encore deux personnes là hein, qui ont écrit quelque chose. Je vais vite les retrouver. Il y a quelqu'un qui a fait allusion au golf, évidemment. Il y a d'abord La Vida Creations, je crois que ça doit être le nom d'une société. Well done, Padre Bojogo, Sali. Et puis, il y a un autre qui a écrit là, je me sens visé Muyomba. Voilà, je vais essayer si mon soin Nico na Kuchunga. Muyomba, Niponone au golf. Ah, ça c'est un. Nico na Kuchunga, Il y a quelqu'un qui me provoque au golf. Ah, vous le connaissez? Je dois le regarder un peu plus loin. Yves Mouhabwa. Vous le connaissez? Mouzouri. Voilà. Alors, il y a encore une autre là, hein, il nous revient, hein, c'est notre Tadek encore. Pensez-vous qu'avec les acteurs politiques actuels, parler du plan stratégique sans parler des acteurs est réaliste? Parler du plan stratégique sans parler des acteurs. Ouais, il faut d'abord commencer par le plan stratégique. Quand nous avons le plan stratégique, maintenant nous allons savoir qui est-ce qui nous allons mettre, les meilleurs éléments que nous allons mettre là-dedans. On ne commence pas avec les acteurs, on commence avec le plan stratégique. Voilà, je suis par exemple président de la République, voilà ce que je veux. Ma vision, je veux rendre un pays, dans 25 ans, il devra répondre à ça. Dans 5 ans comme ça, et dans 1 an comme ça. Je fais mon plan stratégique, comme je l'ai développé tout à l'heure, et maintenant, je vais faire le casting pour trouver les meilleurs éléments pour pouvoir réaliser ce plan stratégique. C'est après, d'abord le plan stratégique. Ok. Alors, oui, alors il y a encore un petit mot là. Hein. Le nom de Muyomba, c'est en fait le nom que vous Ah, ça, Cynthia, ça c'est ma... Ah, la petite, oui, voilà, la nièce. Alors, oui, Cynthia Katanga, mon Muyomba, take care, on t'aime. C'est mon amour, voilà. Ça c'est mon amour, ça. Bah, dis donc. Elle est la chouchoute de beaucoup de monde, hein, je vois. Oui, et j'en suis très jaloux. Oh. Voilà. Alors, monsieur Stavros, nous avons l'habitude de mener les gens devant le miroir, mais avant de vous laisser seul pour le miroir, il y a quand même une petite question, hein, une bonne petite question qui concerne toujours le miroir. Alors, quand vous regardez aujourd'hui votre vie, qu'est-ce que vous voyez que vous n'aviez pas compris quand vous étiez plus jeune? Puisqu'on ne peut pas dire que vous êtes vieux. Je vais vous dire ceci, hein, oui. Parce que je suis seul et ma femme n'est pas dans les environs. Alors, je vais vous dire ceci. Comme Congolais, il y a une chose que j'ai ratée. J'aurais dû avoir plusieurs femmes et plusieurs enfants. Parce qu'un bon Congolais, il doit avoir plusieurs femmes et plusieurs enfants. N'est-ce pas, Pauline? Patricia, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Non. Je n'encourage pas la polygamie quand même. Maintenant, c'est fini, le temps est passé. Mais voilà, vous m'avez posé la question, qu'est-ce que j'ai raté? Ça. Ah, ok. J'aurais dû avoir une vingtaine d'enfants, un peu partout, disséminés, avoir mamie ici, papi par là, etc. Hein? C'est ça qui est Monsieur Muyomba, vous êtes sûr que votre épouse ne va pas suivre l'émission? C'est sur YouTube. Hein, je vais personnellement couper ce passage, hein, un passage désobligeant. Non, mais comme Congolais, ça j'ai raté. Ça j'ai raté. Voilà. Ah oui. Voilà, c'est comme ça que si tu as dit toujours égal à lui. Hein? Voilà, c'est comme ça. Hein. Voilà. On ne pourra pas me changer.
Voilà, on passe maintenant au miroir, Monsieur Stavros. On va vous laisser seul devant l'écran et seulement les téléspectateurs et nous-mêmes, nous allons vous suivre. Vous serez seul devant votre miroir. Vous aimez le miroir d'abord quand vous vous regardez quand même au miroir, hein, chaque jour, le matin, au moins une fois, moi quand même, hein, 2 ou 3 fois. Bon, on se regarde quand on se lave le matin, mais bon, ça Ah, ok, s'arrête là. ok, c'est bon. Alors, vous vous regardez vous-même, c'est Monsieur Stavros Muyomba qui parle à Muyomba. Ça, c'est plus facile aussi hein, pour vous. Donc, vous vous regardez vous-même devant un miroir et vous parlez à vous-même, à la troisième personne. Donc, c'est Monsieur Stavros qui parle à Monsieur Stavros. D'abord, de ses qualités, et puis de ses défauts, et puis les conseils qu'il se donne à lui-même. Nous allons vous laisser seul, et puis on va vous suivre. On ne dira rien, hein. C'est comme si nous, on ne suit même pas, on ne vous poserait même pas de questions sur vos qualités, défauts et conseils à vous-même, et puis nous allons presque finir l'émission. On vous écoute. Alors, moi, je n'ai aucune qualité à m'attribuer, hein. Ce sont les autres qui doivent me donner, si jamais j'ai une qualité, c'est les autres qui doivent le faire. Par contre, pour les défauts, là, je peux dire qu'effectivement, des fois, je suis un peu, je peux dire un peu brutal, un peu brut. Je manque peut-être de patience pour, accepter certaines affaires, etc. Mais voilà. C'est au moins les qualités, je n'en ai aucune. J'ai pas de qualité. Merci. Merci. Bah, dis donc, vous êtes un homme humble, hein, vraiment. Mais Je reconnais la... au moins, vous avez oublié les derniers aspects. Alors, puisque vous n'avez pas de qualité, si vous avez des défauts, il fallait quand même donner des conseils. Donc, Ah oui, vous donnez les conseils à vous-même quand même. Bon, c'est Mais passé, alors, c'est pas grave. c'est pas grave. Ça non, sera pour la prochaine fois. Voilà, voilà. Patricia. Merci, merci beaucoup. En tout cas, bon, voilà, je pense que l'émission touche à la fin, là. On va pas vous retenir plus longtemps, même si ça nous a vraiment fait très plaisir de vous écouter. Et je pense que les auditeurs aussi, on l'a vu par leurs messages. Et je le vois aussi sur YouTube. Il y a des centaines de personnes qui nous regardent en direct, donc c'est un très bon signe. En fait, voilà, pour clôturer, j'aimerais juste vous demander, Monsieur Stravos, de nous donner un petit mot de la fin. Juste un mot, une recommandation, un conseil, et puis ensuite nous allons clôturer notre émission. Alors, je vais vous dire ceci. Moi, j'ai énormément d'espoir que la RDC va un jour se redresser. Ça, je suis convaincu de cela. D'abord, par la force de la population. Il ne faut pas oublier que plus de 80% de la population ont moins de 25 ans. Et ça, c'est une force extraordinaire. En Europe, nous diminuons, tandis qu'ici, tandis qu'en RDC, nous sommes en train d'augmenter et nous sommes une force extraordinaire. La jeunesse a une force extraordinaire et je suis sûr et certain que nous allons nous en sortir. Le tout, ce sera aux gouvernants, aux dirigeants, de prendre aussi leurs responsabilités. Parce que si jamais aujourd'hui, s'il y a une guerre aujourd'hui, s'il y a la guerre aujourd'hui à l'Est, l'échec, c'est un échec. Puisqu'il n'y a pas la paix, c'était un échec à la paix. Mhm. Mais cet échec à la paix, c'est d'abord aux dirigeants qui n'ont pas su comprendre pourquoi il y a la guerre. C'est eux qui sont en tort. C'est à eux d'abord. Il faut qu'on commence. Eux aussi doivent faire aussi leur mea culpa et de pouvoir dire ok, voilà, il y a ça. Est-ce que c'est normal aujourd'hui de voir des politiciens comme que ce soit comme Moïse Katumbi, comme
euh, comme Olivier Kamitatou, vivre à l'extérieur, comme disait, est-ce que c'est normal? D'abord pour moi, est-ce que c'est normal que moi je vive à l'extérieur en ayant peur de rentrer chez moi au pays? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est pas normal ces histoires-là. Donc il faudrait quand même que les dirigeants puissent voir que tant qu'ils n'ont pas résolu ce problème-là, ils n'auront pas la paix. Et c'est le Congo qui n'aura pas la paix. Et l'histoire ne va pas les marquer avec des lettres d'or. Exact. Voilà. Merci beaucoup. Message très profond. Merci. Voilà. Super Je vous gentil. remercie. En tout cas, il ne nous reste plus qu'à remercier Monsieur Stavros pour ce temps qu'il nous a dédié. On a passé 1 heure et demie ensemble pour l'écouter, pour le découvrir. Et je crois que même pour certains téléspectateurs, ils sont désillusionnés dans le sens qu'ils attendaient de Muyomba, de se déverser comme ils s'imaginent, avec de gros mots et ça comme ça, mais on découvre plutôt un homme profond, un homme qui a fait beaucoup de choses, pas pour lui-même, puisque ce qu'il a fait, il faut avoir le courage dans la vie de le faire, payer des compagnies aériennes, par exemple, déjà si on ne se limite qu'à ça, c'est déjà beaucoup de choses dans la vie d'une personne, donc il a marqué l'histoire. Si vous permettez, je vais vous ajouter juste un petit truc. Vous savez, Oui, allez-y. les trois commandants qui volent aujourd'hui pour le président Tshisekedi, ce sont les 3 commandants qui ont été fermés chez moi. Oui. Mais la RDC n'en forme pas d'autres. Qui est-ce qui en forme encore? Voilà, donc c'est pour dire que voilà, on ne s'attendait pas seulement à une personne qui allait dans notre émission. Nous ne faisons pas des programmes en fait pour satisfaire l'opinion pour rien. Nous essayons plutôt de lever les débats dans la société et en accueillant tout le monde, puisque parfois on voit des gens qui ont des commentaires désobligeants. On n'est pas là pour amuser la galerie et nous recevons d'ailleurs tout le monde sans couleur politique. Nous, c'est la culture et puis former, informer. Donc, c'est un grand plaisir en tout cas pour nous aujourd'hui de recevoir Monsieur Stavros. Muyomba, on peut ajouter Muyomba national. Hein, oui, ça ne me dérange pas. National. Voilà, c'est plus cool comme ça. C'était un grand plaisir. Nous vous remercions pour votre disponibilité et nous remercions aussi nos téléspectateurs qui vous ont découvert aujourd'hui. Et comme vous avez promis, on espère que d'ici 2 ou 3 semaines, vous allez nous revenir sur les réseaux sociaux et peut-être ça fait aussi plaisir aux gens qui vous lisent, pas seulement aux gens qui pensent que vous êtes là pour injurier ou bien pour de gros mots, mais vous êtes un homme sérieux qui a fait déjà beaucoup de choses que peut-être beaucoup d'entre nous ne feront pas dans leur vie. Vous avez marqué la République démocratique du Congo par votre acte. Alors, merci à nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Il y aura possibilité encore demain et les jours qui viennent de suivre la rediffusion de cette émission et que vous allez retrouver aussi sur notre chaîne YouTube, donc pour le grand plaisir. Alors, pour ceux qui sont dans le même fuseau horaire que nous leur souhaitons une bonne soirée. Les autres encore qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, bonne continuité de l'après-midi. Et puis, ceux qui sont au pays, disons, vers l'Orient, donc au pays des soleils levants, bon début de la journée. Le plaisir était nôtre de vous recevoir aujourd'hui. Un grand merci, comme d'habitude, à Patricia pour sa participation. Encore une fois, un grand merci à notre invité aujourd'hui. Et je vois que les téléspectateurs ne voudront pas nous faire partir. Il y a des gens qui s'envoient même des salutations. Bon, pas de c'est quelqu'un qui envoie les salutations à un autre téléspectateur. Bon, tant mieux. Donc, avec un grand plaisir, nous allons vous retrouver très prochainement.
Si ce n'est pas mardi prochain, ça sera probablement vendredi de la semaine prochaine toujours. Donc, avec le même plaisir, au revoir et à très bientôt. Au revoir. Merci, merci à vous, merci à tout le monde, merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.